l'industrie de la construction actuellement joue un rôle déterminant au niveau économique et social. On est actuellement dans un carnet de commandes qui est historique. Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode de 2025 d'Actualité Construction. Bonjour Félix. Bonjour Charlotte. Donc, aujourd'hui, quoi de mieux pour commencer l'année que de parler des perspectives 2025 pour l'industrie de la construction? Et on a l'heureux plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Audrey Murray, PDG de la Commission de la construction du Québec. Madame Murray, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour Félix, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme Charlotte le mentionnait, on veut parler des perspectives pour l'année à venir dans l'industrie. Donc, on va faire le tour du document que vous avez rendu public juste avant Noël, dans les différents secteurs, voir les perspectives dans chacun des secteurs. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, parlez-nous un peu de vous. On veut connaître un peu votre parcours. Vous êtes en poste à la CCQ depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à diriger la CCQ, là? Donc, pour le bénéfice de nos auditeurs qui peut-être ne vous connaissent pas encore. Bien, écoutez, d'abord, ça fait plus de 20 ans là, que j'ai la chance de collaborer à diriger des institutions publiques. Et j'ai travaillé longtemps à la CCQ avant d'y revenir comme PDG il y a quelques mois. Écoutez, d'abord, je pense que ça a été un honneur là, que le premier ministre me demande de me joindre à la commission. Pourquoi? Parce que l'industrie de la construction actuellement joue un rôle déterminant au niveau économique et social. Et donc, j'y ai vu une chance de venir travailler avec l'industrie, avec la grande équipe de la CCQ pour faire une différence pour le Québec. Quand on regarde, on va s'en parler un petit peu plus longuement dans notre entretien, mais on est actuellement dans un carnet de commandes qui est historique et qui a un sens pour les personnes. On a un enjeu avec la crise du logement, qui a un sens au niveau de la transition climatique qu'on doit faire pour résoudre nos défis avec la transition énergétique, qui a un sens parce qu'on doit mettre à niveau nos infrastructures, autant nos routes que nos grandes institutions qui desservent la population. Bref, un moment vraiment stimulant pour venir diriger une organisation qui joue un rôle important pour relever ce défi-là. Tout à fait, dans un secteur économique clé pour le Québec. Exactement. On voit que vous êtes une grande connaisseuse de votre organisation et de l'industrie. Est-ce que, ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes là, il y a déjà un projet sur lequel vous êtes fiers d'avoir travaillé ou qui a un dossier qui a déjà plus marqué votre poste de PDG? Bien, écoutez, c'est difficile d'en choisir un, mais peut-être vous parler là, de 2 ou 3 dossiers rapidement là, qui, pour moi, dans les derniers 12 mois, ont été importants. D'abord, peut-être vous parler du lancement du plan d'action pour les Premières Nations. Donc, on l'appelle le Pacte PNI affectueusement. Ça a été lancé à Trois-Rivières il y a quelques mois. On avait dans la salle les dirigeants, les élus autochtones, Cris, Inuit, Premières Nations. On avait nos leaders syndicaux et patronaux. On y était. Qui étaient là, tout à fait. Et bien sûr, l'équipe de la CCQ et nos partenaires gouvernementaux. Pourquoi c'est important pour moi? D'abord, mon premier constat quand je suis revenue là, il y a quelques mois, c'est de voir à quel point, bien sûr, le Québec traverse une transition démographique qui fait en sorte que tous les secteurs économiques sont sous pression pour trouver une main-d'œuvre compétente. Et on sait historiquement que les Premières Nations, les Cris, les Inuits ont toujours eu un fort intérêt pour se joindre à l'industrie pour bâtir le Québec. Et beaucoup des règles qui ont été construites au fil du temps ont été des obstacles pour ces communautés-là à se joindre, dans le fond, à nous pour construire le Québec. Donc, pour moi, le Pacte PNI, c'est un exemple de ce que la CCQ peut faire de mieux, c'est-à-dire travailler à faire évoluer les normes en l'occurrence, là, en tenant compte des obstacles que ces normes-là ont créés sans le vouloir pour accueillir une main-d'œuvre qui souhaite se joindre à nous tous et toutes, et le faire en concertation, en misant sur l'intelligence du groupe, sur un leadership de transformation des leaders syndicaux et patronaux. Donc, pour moi, c'est un moment fort depuis mon arrivée, le lancement de ce plan d'action qui, je l'espère, donc dans les prochaines années, va permettre d'accueillir davantage là, de personnes issues là, des Premières Nations, des Cris, des Inuits. Puis on sait que ça va être important
dans le cadre du plan d'action d'Hydro-Québec vers la transition énergétique qu'on veut faire parce que ce sera des partenaires et ils voudront être, bien sûr, de la partie pour bâtir les éoliennes, bâtir les infrastructures qu'on souhaite. Il y aura sûrement du bâtiment aussi à construire. Donc, un bon timing, je trouve, pour les besoins que l'industrie a d'avoir lancé ce plan d'action-là. Donc, ça, c'est un point important. Je dirais que je suis aussi contente de comment on a pris en charge la mise en œuvre de la loi sur la modernisation de l'industrie de la construction. Vous savez, c'est le gouvernement du Québec, bien sûr, qui a piloté le sens de cette loi-là, donc a mis de l'avant ses objectifs. Mais la CCQ, elle est restée neutre sur les choix que le gouvernement a faits, mais c'est un grand défi de mettre en œuvre les lois. C'est un moment important dans la vie d'une loi. On l'adopte à l'Assemblée nationale, après, il faut la mettre en œuvre. Exact. Et il faut la mettre en œuvre avec les gens. Donc, je suis aussi très fière d'avoir pu compter et de compter d'abord sur une équipe très forte à la commission qui connaît bien l'industrie, qui connaît bien nos outils, mais également compter sur la collaboration des syndicats, des patrons qui n'ont pas toujours été d'accord sur la finalité de cette loi-là, mais qui, malgré tout, aident à la mise en œuvre pour que ce soit le plus facile possible pour les travailleurs, travailleuses, les employeurs à comprendre le sens de cette loi-là et puis à aller chercher l'impact qui est recherché par le gouvernement du Québec. Ah, super. Vraiment une année très chargée déjà. La dernière année a été très occupée. Puis je suis content que vous parliez du plan d'action pour les Premières Nations, pour les Inuits. On y était, puis je trouvais que c'était une annonce qui était formidable, qui a été bien reçue, je pense, à travers tous les intervenants du milieu, là, autant syndicaux, patronaux, puis tout à fait. Les gens des Premières Nations aussi. Là, vraiment une belle annonce. Puis c'est un bassin de main-d'œuvre qui est très important là, pour résoudre la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît actuellement. Donc, très belle initiative. Oui. Mm-hmm. On va parler maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, les perspectives pour 2025. Qu'est-ce qu'on peut prévoir dans l'industrie de la construction cette année? C'est dans un contexte, je dirais, un contexte économique hautement incertain. Puis on va aborder certains de ces éléments-là au cours de l'entretien, mais il y a beaucoup de nuages en ce moment au-dessus, non seulement de la construction, mais de l'économie en général, je dirais. Donc, moi, j'ai été quand même agréablement surpris de voir que malgré ce contexte-là, on prévoit une année record en 2025 pour la construction. Donc, 211 millions d'heures travaillées selon les prévisions, donc ce qui se constituerait un chiffre jamais dépassé. Et si je fais un retour juste sur 2024, on a dépassé ce que vous aviez prévu. Donc, 2024 a été meilleur que ce que vous aviez anticipé. Est-ce que cette fois-là, on est trop optimiste pour 2025 compte tenu de tout ce qu'on a comme contexte économique? Est-ce qu'on est trop positif pour 2025? Bien, d'abord, dire que la prévision économique de la CCQ est quand même une prévision qui est solide, qui est robuste, parce qu'elle est basée sur des données historiques qu'on cumule et puis, bien sûr, avec l'information qu'on reçoit sur les intentions d'investissement. Maintenant, ça le dit, c'est une prévision. Donc, historiquement, on a été plus conservateur que moins, mais ce qu'on sait dans nos cycles économiques en construction, c'est que on peut vivre des chutes. On a vécu historiquement des chutes importantes, mais souvent qui étaient en décalage avec des événements économiques préalables. Donc, on est souvent un petit peu en décalage avec ce qui se passe dans l'économie en général. Donc, pour 2025, dans le fond, quand on a fait l'exercice, bien sûr, on a eu vent au niveau avant la publication qu'il y avait potentiellement là, des changements qui allaient découler du positionnement de nos voisins du Sud, là, liés notamment aux tarifs, mais la prévision, elle s'est quand même exécutée avant qu'on puisse mesurer les effets ou évaluer les effets. Je dirais qu'en ce début d'année, j'ai demandé à mes équipes de faire des scénarios de sensibilité pour voir de quelle façon l'industrie pourrait être touchée par la mise en œuvre de tels tarifs. Mais à ce moment-ci, je le disais en introduction, les besoins qui sont derrière cette prévision économique, c'est des besoins qui sont difficiles à contourner. On parlait dans le secteur résidentiel de notre déficit de logement disponible, donc de la crise du logement qui s'est exprimée au cours des dernières années. Donc, les besoins, on n'a pas encore atteint le niveau de livraison qu'on devrait atteindre pour être capable de résoudre cette crise-là. Et on a vu le gouvernement lancer de multiples programmes pour stimuler tant les investissements privés que s'investir lui-même
pour être capable de livrer davantage de logements. Donc, on annonce une hausse importante pour 2025 dans le secteur résidentiel, pas tant dans le condo. Le condo continue de subir, je dirais, les contre-coups de la difficulté de financer dans le marché actuel avec les taux d'intérêt, avec l'inflation des dernières années, le condo, mais le locatif devrait prendre une ampleur importante par rapport à nos prévisions de l'année dernière. Donc, du multilogement, mais locatif. On n'est pas dans l'unifamilial. On n'est pas dans l'unifamilial, puis on n'est pas dans le condo non plus. Mais il y a quand même un bon 15 % de hausse qui est prévu. Et encore là, on n'aura pas atteint le rythme de croisière pour résoudre l'enjeu. Bon, est-ce que le secteur pourrait être frappé par les tarifs? On pourra s'en parler plus en détail par la suite, là. Ensuite, quand on va du côté de l'institutionnel commercial, bien sûr, qui intéresse votre association puis vos membres qui nous écoutent, c'est certain que, tu sais, ça a été difficile économiquement dans les dernières années. Ce qui tient le secteur, c'est beaucoup ce qu'on appelle le plan d'investissement du gouvernement du Québec au niveau institutionnel. Et depuis 2 ans, l'année dernière et cette année, on prévoit une baisse dans les investissements. Donc, on voit que le gouvernement du Québec, encore une fois, dans les besoins qui sont derrière les investissements du PQI, ils ne sont pas remis en question, mais on voit qu'il y a un lissage dans le temps qui semble s'exprimer. Et bien sûr que le mois de mars qui s'en vient avec le nouveau budget du Québec sera un moment important pour peut-être ajuster nos scénarios de sensibilité pour voir comment le gouvernement va réagir dans ses investissements à la situation économique liée aux tarifs douaniers potentiels. Mais donc, ce qu'on prévoit, c'est une légère baisse dans l'institutionnel cette année, mais qui demeure à des niveaux élevés. Parce que les besoins derrière pour nos hôpitaux, nos garderies, donc toutes nos infrastructures demeurent, les écoles demeurent très importants. Mais comment vous le chiffrez dans le sens où on constate, puis ça, c'est les entrepreneurs qui nous le rapportent sur le terrain, puis même les signaux du gouvernement le disent, il y a plusieurs investissements dans le secteur de la santé, de l'éducation, où on a lancé le signal que les projets sont soit à l'arrêt, soit reportés dans le temps. Mais moi, je n'ai pas vu de chiffre qui évalue l'ampleur de cette opération-là, je veux dire, de restriction budgétaire, là. On connaît le contexte, là, vous l'avez mentionné, le gouvernement est en déficit de 11 milliards. Donc, comment vous avez évalué l'ordre de grandeur de ces ralentissements-là dans les projets institutionnels, là, notamment, je parlais des écoles, des hôpitaux. Oui. Mais dans un premier temps, tu sais, nous, on suit les travaux qui sont en cours. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'un décalage, c'est-à-dire l'industrie, tu sais, en ce moment, elle est sollicitée de façon significative pour des projets qui sont déjà démarrés. Et nous aussi, on entend les entreprises nous dire, j'étais avec la CRGTQ la semaine dernière, même chose dans le génie civil, ils ont le sentiment que les appels d'offres ne sortent pas. Ça ralentit. Comme on dit, c'est ralenti. Donc, je reviens à notre méthode, c'est-à-dire que nous, dans nos prévisions, d'abord, on a un estimé de ce qu'on estime comme heures travaillées pour des travaux déjà débutés, parce qu'on suit les grands chantiers pour chacun des secteurs, et on annonce une baisse des investissements dans le secteur public, ce qui fait qu'on fait varier un peu à la baisse. Mais quand on regarde le carnet de commandes qui est déjà en cours, ça demeure élevé. Donc, c'est difficile peut-être à concilier dans l'impression qu'on peut avoir sur le terrain. La semaine dernière, avec les entreprises, puis dans ma tournée, ce que j'entends, c'est que, tu sais, on a aussi des grands projets qui viennent dégager, dans le fond, là, des heures travaillées importantes, tant dans l'institutionnel que dans le génie civil. Puis ce qu'on observe, donc, c'est peut-être qu'il y a une concentration, hein, dans le fond, auprès d'entreprises qui ont obtenu les contrats et les autres appels d'offres pour des chantiers peut-être plus petits ou secondaires qui ralentissent ont un impact très visible pour une partie des entreprises de construction. Donc, on est en veille. Moi, je suis assez quand même convaincue de l'analyse qu'on en fait. On nie pas le fait qu'il y a une baisse parce qu'on a accès, dans le fond, les prévisions que le gouvernement fait de ces investissements publics sont disponibles. On a accès à cette information-là. Donc, on tient compte de ce que le gouvernement entend investir, puis on est assez sévère sur lesquels on pense vont vraiment démarrer, lesquels sont en conception ou plus dans une étape préalable. Donc, on fait très attention dans nos perspectives. Okay, donc ça, c'est votre évaluation à l'interne. Absolument.
Oui, à partir... Indépendante de ce que le gouvernement prévoit ou de... Bien, le gouvernement est quand même assez, clair sur ses intentions. Mais tu sais, on va distinguer dans nos prévisions l'annonce d'un projet qui n'a pas encore fait l'objet de clarté ou d'émission des permis ou etc. Parfois, il y a plusieurs annonces avant la première pelletée de terre. Exactement. Puis, parfois, ça nous vaut aussi, quand on regarde les perspectives en besoin de main-d'œuvre, le gouvernement voudrait qu'on rentre certains projets peut-être plus rapidement pour prévoir à l'avance les besoins de main-d'œuvre, mais là, on demeure, nous, assez rigoureux sur dire, oui, mais là, on ne peut pas rentrer des projets dont on ne connaît pas exactement l'année où ils débutent, le lieu et de quoi il va s'agir plus précisément. Donc, il y a quand même une rigueur qui fait que, malgré l'incertitude du contexte économique actuel, on devra rester vigilant dans les premiers mois de l'année. On pense que dans le secteur, notamment institutionnel, commercial, les prévisions qu'on met au jeu, qui sont un peu à la baisse, mais qui demeurent élevées, vont tenir la route. Une baisse de 2 pour institutionnel commercial. Exact. Puis on s'attend, si je ne me trompe pas, là, on a parlé résidentiel, institutionnel, commercial, mais industriel, on s'attend au contraire à une hausse. En fait, effectivement, la filière batterie, dans le fond, vient tirer vers le haut le secteur industriel. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas vu le secteur industriel, dépasser les investissements requis pour de l'entretien-réparation de ce secteur-là, de nos usines. Maintenant, vous voyez comme moi, puis vos auditeurs le savent, qu'il y a quand même un niveau d'insécurité aussi là, qui touche l'émergence de ce nouveau secteur économique-là. Maintenant, les travaux sont en cours. À Bécancour, dans le centre du Québec, écoutez, il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles, là, on parle beaucoup de Nordvolt, mais qu'on est en train de sortir de terre les usines. Alors, pour le secteur de la construction, c'est des travaux qui sont en cours. Est-ce qu'il pourrait y avoir une mise sur pause dans le contexte actuel? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, bien sûr, on va être vigilant? Mais les travaux sont en marche. OK, c'est ça, parce que je me posais justement la question, vous l'avez mentionné, avec les déboires un peu de Nordvolt, de même Lion Électrique, est-ce qu'on s'attend toujours à des aussi bons des aussi bons chiffres, des aussi bons nombres d'heures pour cette industrie-là, ou justement, incertitude, ça pourrait être beaucoup plus bas que ce qui a été prévu? Bien, il va falloir rester vigilant, là. En ce début d'année, dans le fond, la Commission, avec notre mandat de mettre à niveau les perspectives, c'est comme n'importe quelle autre institution qui a un rôle économique. Tu sais, je pense que tout le monde, en ce moment, admet qu'on doit rester attentif puis faire des scénarios de sensibilité. Mais comme je vous dis, le secteur de la construction, souvent, on est un petit peu en décalage par rapport au ralentissement. Dans le secteur industriel, les travaux sont en marche. On est en train de livrer le bâtiment, les machineries de production requises. Est-ce qu'on pourrait être mis sur pause? Rien n'est possible, là. Il y a des chantiers qui ont été mis sur pause déjà. Mais bon, pour l'instant, on va de l'avant. Puis bien sûr qu'on va rester à l'affût de l'évolution des choses. Mais vous le mentionnez aussi, on parle beaucoup de Nordvolt, là, parce que je pense que c'est un peu le vaisseau amiral de la filière batterie, puis c'est lui il y a un gros point d'interrogation au-dessus de lui. Mais j'écoutais la ministre Fréchette récemment, puis elle insistait sur le fait que des projets dans la filière batterie, il y en a une vingtaine. Là. Donc, il y en a plusieurs autres qu'on parle un peu moins présentement, mais qui sont en cours, qu'il y a des chantiers qui roulent. Donc, ça reste un secteur en croissance. Là. Puis on le voit dans les résultats là, des prévisions pour le secteur industriel, là, justement. Là, 14 % d'augmentation, là, c'est vraiment un secteur qui devrait connaître une belle année en 2025. Absolument. Je reviens un petit peu sur... on a parlé un petit peu du résidentiel, effectivement, là, avec la baisse des taux. On s'attend à une bonne année, je dirais une année de relance, mais ça reste une année par rapport à la précédente où ça n'a pas été une grande année nécessairement dans le secteur résidentiel. Là, puis on parlait des chiffres de construction de logements, là. Juste avant Noël, j'ai vu les chiffres de la SCHL. Je pense qu'on a tout près de 49 000 unités livrées en 2024. Mais pour résorber la crise du logement, puis je vais dire plus globalement la crise de l'abordabilité, ça nous prendrait au minimum 150 000 logements par année. Ouais. Comment on y arrive? Comment on peut livrer cette quantité-là? Et là, je comprends que on prévoit une hausse, mais on est encore loin du compte. Oui. Mais tu sais, quand on le regarde du point de vue, disons, de la CCQ, là, parce qu'évidemment, nous, on ne peut pas résoudre tous les défis en amont
du démarrage de ces grands chantiers qu'on a besoin. Là. Vous le savez, il y a eu beaucoup de conversations, puis le gouvernement a donné des nouveaux outils aux municipalités pour essayer d'accélérer là, la livraison de permis, l'accès là, à certains terrains, etc. Donc, évidemment, tu sais, la construction, c'est un cycle de valeurs pour lequel il y a plusieurs jalons importants. Puis dans le secteur résidentiel, locatif, sur la stratégie de donner des logements abordables, il y a plusieurs éléments qui se trouvent en amont. Donc, je pense qu'il y a des efforts colossaux qui sont faits. C'est sûr que du côté de la CCQ, il faut qu'on s'assure d'être capable de suivre le rythme, donc d'accompagner l'industrie. Donc, une fois qu'on a levé les barrières en amont, comment on fait pour s'assurer que la réglementation est un allié et non un frein pour être capable de livrer en mode exécution. Nous, on intervient au moment de l'exécution davantage, là, en donnant de main-d'œuvre compétente. Bien, c'est un bon point, la main-d'œuvre, exactement. En s'assurant là, qu'au fond, là, les règles ne viennent pas ralentir, mais aident la réalisation de ces travaux. Alors là, je pense que l'enjeu, c'est de travailler avec l'écosystème du résidentiel pour essayer de dégager une prévisibilité puis une bonne planification pour que la commission soit capable de voir venir avec les différents intervenants les besoins en main-d'œuvre et être capable le plus possible de stabiliser et de répondre à ces besoins-là. Puis quand je dis besoins en main-d'œuvre, je parle aussi de, pas juste quantitatif, hein, je parle aussi des besoins en compétences. On a sondé les entreprises, là, on le fait aux 3 mois pour voir un peu quels sont leurs niveaux de confiance sur les investissements, quelles sont leurs principales préoccupations au niveau de la main-d'œuvre. Et on voit là, depuis 1 an et demi que ça touche tous les secteurs, pas seulement le résidentiel, que la préoccupation est beaucoup du côté de la compétence, davantage que de la quantité, parce qu'on sait que pour aussi réaliser le carnet de commandes résidentiel, il va falloir s'y prendre un peu autrement. Ouais. Donc, possiblement utiliser des nouvelles technologies, utiliser des approches différentes, organiser le travail différemment. On a des nouveaux outils avec la loi sur la modernisation. Donc, tout ça fait en sorte que la Commission a des leviers pour aider les entreprises à activer ces actions-là pour livrer davantage avec une main-d'œuvre peut-être pas aussi nombreuse, mais plus qualifiée ou plus compétente pour accompagner la réalisation du carnet de commandes. C'est la question que je me posais parce qu'on l'entend tout le temps, il manque de travailleurs beaucoup dans l'industrie de la construction, mais pourtant, on s'enligne vers un nombre d'heures travaillées record. Fait que comment on peut arriver à des niveaux comme ça, malgré qu'il nous manque un nombre de travailleurs complètement énorme? C'est vraiment au niveau de l'amélioration des compétences? En fait, c'est fascinant ce qui se passe parce que, évidemment, le Québec est traversé par une crise démographique. Hein? Donc, c'est pas juste l'industrie de la construction qui vit cet enjeu-là. Donc, le bassin des 15-35 ans, où on puise la main-d'œuvre qu'on a besoin pour la renouveler ou pour des nouveaux emplois, va diminuer jusqu'en 2060. Et on sait que là, on est en pause sur le recrutement en immigration jusqu'au mois de juin au Québec. Donc, c'est certain que tous les secteurs économiques sont appelés à revoir leur modèle d'affaires pour être capables de continuer de grandir pour livrer de la valeur. Puis évidemment, là, ça vaut pour notre secteur de la construction. Donc, ce qui est fascinant, puis quand je suis revenue, là, il y a 1 an, j'ai été quand même surprise de ça. La hausse d'activité a été phénoménale et nos besoins de main-d'œuvre ont été immenses. 2022, c'était 21 000 personnes nouvelles apprenties qu'on a eu besoin. Et quand même, les gens ont été au rendez-vous. Toutefois, ce qui est frappant depuis 5 ans, c'est qu'on accueille 70 % de nos nouveaux apprentis, c'est des non-diplômés. Ils rentrent par les bassins. Ils rentrent par les bassins de main-d'œuvre, alors qu'il y a 6 ans, quand j'ai quitté, là, on était à 70 % de diplômés qui venaient répondre aux besoins d'apprentis. Les proportions sont inversées. On a inversé la provenance, et ça, c'est vraiment... pour moi, un enjeu. Je parle beaucoup de compétences. Donc, comment on fait pour y travailler? Tu sais, ce qui est frappant aussi, c'est qu'après 5 ans, on perd 30 % de la main-d'œuvre qui nous a choisis. Donc, c'est certain que la Commission, avec les prévisions économiques dont on parle, en ce moment, on est en train de revoir nos chiffres, mais l'année dernière, on a annoncé un besoin de 17 000 nouvelles personnes par année en moyenne pour répondre au renouvellement de notre main-d'œuvre, donc la main-d'œuvre qui part à la retraite, et aux nouveaux emplois qui sont créés par les investissements. Maintenant, ça serait moins que ça si on en gardait plus.
si on améliorait notre taux de rétention, et ça, c'est un message que je vais beaucoup porter cette année auprès des entreprises de construction. On connaît les motifs d'abandon, climat de travail, conciliation travail-famille et difficulté d'exercice des métiers. Il faut qu'on travaille ensemble à la rétention. Donc, une partie de la réponse à la pénurie, c'est un, mieux former, puis deux, la rétention, retenir les travailleurs qui sont déjà. Exactement. Excellent. Je reviens un petit peu, je parlais du climat d'incertitude économique. Puis je pense que l'éléphant dans la pièce, là, c'est la menace des tarifs américains de 25 % qui est sur toutes les lèvres dans tous les secteurs de l'économie au Québec, au Canada. Donc, c'est pas propre à la construction, mais comment est-ce que ça pourrait impacter l'industrie de la construction? Vous avez mentionné que, je ne sais pas si vous en faites référence dans cette analyse-là ou peut-être qu'il va y avoir une mise à jour suivant ce qui va vraiment arriver. Est-ce que ça va être 25 % Est-ce que ça va être 10 % Puis également, je trouve que l'élément qu'on parle moins, c'est les représailles canadiennes. Parce que les tarifs en soi, oui, ça a un impact, mais ce qui va avoir encore plus d'impact, c'est si le Canada décide d'imposer des représailles équivalentes. Donc, si le Canada impose 25 % de tarifs sur les produits américains qui sont importés ici, bien là, on parle des matériaux de construction, on parle du bois, on parle de fer, on parle d'un paquet de matériaux qui entrent dans l'industrie à chaque jour. Donc, comment est-ce que vous l'évaluez ou comment est-ce que vous allez avoir besoin d'une mise à jour des prévisions à cause de la question des tarifs? Oui. Bien, en fait, déjà, on a mis en place une veille économique là, pour être capable, je le disais, là, d'anticiper ces éléments-là puis d'avoir des scénarios de sensibilité. Quand on le regarde sous l'angle, par exemple, de l'imposition de tarifs et de la fluctuation que ça pourrait générer du côté de la construction, c'est certain que, c'est une des hypothèses. Est-ce que ça va diminuer les investissements prévus du côté privé? Est-ce que les gens vont ralentir les investissements qu'ils avaient prévu de faire? Il faut être capable d'essayer de l'estimer. Même chose du côté des investissements publics. Est-ce que le gouvernement pourrait décider de lisser encore davantage dans le temps, notamment dû au ressac des tarifs que nous pourrions imposer et sur le coût que ça aurait pour les projets de construction publique. Mais un autre scénario, quand même, il a commencé à circuler un peu la semaine dernière, c'est est-ce que le secteur de la construction pourrait être le secteur refuge pour garder l'économie à flot pendant cette transition et pour accuser le coût de cette crise. Donc, dans le fond... Comme on l'avait vu en 2008, ce qui nous avait aidé à traverser la crise en 2008, c'est entre autres le plan d'infrastructure puis d'investissement public pour stimuler la construction. Ça peut être une valeur refuge, comme vous dites. Exactement. Et je pense que dans cette réflexion-là, ces différents scénarios-là, ce qu'il faut garder en vue, c'est que je reviens avec le fait que les besoins qui viennent justifier ce niveau d'investissement dans l'industrie de la construction ne vont pas disparaître. On doit mettre à niveau nos routes, on doit mettre à niveau nos infrastructures institutionnelles, on doit livrer du logement. Donc, les besoins sont tellement importants. On doit faire la transition énergétique. Pour l'instant, le plan d'action d'Hydro-Québec 2035 n'est pas remis en question. Donc, les besoins sont très solides, sont très robustes. L'impact que pourrait avoir la situation d'incertitude sur les coûts de construction, il faut s'en préoccuper, bien sûr. Mais souvent, notre industrie a été un levier pour être capable d'aider à traverser les crises. Donc, il faut rester, je dirais, lucide et optimiste. Parce qu'on voyait on parlait des prévisions dans l'institutionnel commercial, on observe un ralentissement dans certains projets, mais donc un scénario à surveiller, ça serait peut-être si le gouvernement décide de ralentir l'atteinte de l'équilibre budgétaire, de le reporter dans le temps et peut-être d'utiliser la construction comme un stimuli économique où là, on relancerait à la hausse les investissements publics, que ce soit dans les routes, les écoles, les hôpitaux et autres. Vous avez mentionné Hydro-Québec, on ne l'a pas abordé beaucoup, mais le plan 2035 d'Hydro-Québec va nécessiter des besoins de main-d'œuvre qui sont énormes en matière de construction. Donc, la demande va être soutenue à des niveaux très élevés pour les années à venir, certainement. Là. Oui. Donc, en effet, là, quand on additionne, disons, le PQI, que sont les investissements publics là, du côté institutionnel, santé, éducation, etc., avec le plan 2035 d'Hydro-Québec, dans le fond, c'est quasiment l'équivalent. Donc, et c'est pour ça qu'en ce moment, la Commission, on travaille avec nos partenaires gouvernementaux à essayer d'avoir une vue structurée et structurante pour l'industrie pour qu'il y ait une prévisibilité dans la façon dont tout ça va se réaliser. Parce que dans le plan d'action d'Hydro-Québec 2035, on est encore à
travailler avec Hydro-Québec pour mieux comprendre quand va se construire quoi et où sur le territoire. Avoir une bonne planification. Avoir une bonne planification, une bonne prévisibilité et avoir une stratégie main-d'œuvre autour de ça qui ne va pas compromettre la réalisation du PQI, donc qui va tenir compte de l'ensemble de l'œuvre. Mais je le disais tout à l'heure, on ne peut pas penser, réaliser ce grand plan de match très stimulant de décarboner notre économie, de livrer des logements en continuant de faire comme on faisait. Là. Donc, il va falloir qu'on regarde aussi comment les travaux sont organisés, comment on les planifie, comment on les prévoit, mais est-ce qu'on utilise, puis Hydro-Québec en parle de plus en plus, les robots, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on organise, on introduit davantage d'innovation dans les façons de faire? Et là-dessus aussi, la Commission doit être au rendez-vous. On a un fonds de formation que vos entreprises cotisent à travers là, les prélèvements que la Commission fait. L'année dernière, on a perfectionné 25 000 personnes. Moi, je constate qu'on ne perfectionne pas beaucoup nos compagnons. Je me questionne là-dessus. Dans ma tournée, les entreprises, quand même, me disent qu'elles sont aussi préoccupées par ça, parce que si on devait amener plus d'innovation, les compagnons vont être très sollicités par ces nouvelles façons de faire-là. Donc, on a des leviers, des outils. Du côté de la Commission, nous aussi, on doit les mettre au jeu puis les faire évoluer avec les entreprises, les travailleurs, avec les syndicats pour qu'on soit au rendez-vous, à la bonne place pour relever ce grand défi de main-d'œuvre-là. Très intéressant parce qu'au niveau... je trouve ça rassurant même quand vous dites qu'on travaille en planification avec Hydro-Québec, là, parce qu'il y a un risque de cannibaliser la main-d'œuvre là, au détriment d'autres secteurs. S'assurer qu'il y ait une bonne adéquation entre les besoins de chaque secteur puis chaque donneur d'ouvrage, Hydro-Québec en étant un important. Exactement. On voit que incertitude est un mot-clé pour 2025. Et en terminant, avez-vous un souhait particulier pour l'industrie en 2025 suite à toutes ces informations? Bien, en fait, je remarque que ça ressort des thématiques des différents congrès là, des associations patronales, mais je l'entends aussi du côté syndical, du côté du gouvernement. Moi, je pense que dans un contexte comme celui-là, la collaboration, la communication, l'alignement de nos efforts, ça devient crucial pour être capable de traverser. Puis, je le dis pour, oui, les joueurs clés de notre écosystème construction, mais plus largement, dans les complicités, dans les visions partagées avec d'autres secteurs économiques. On pourrait penser en début d'année, si on a des secteurs qui vont moins bien, comment on fait des passerelles pour accueillir une main-d'œuvre qui pourrait venir de d'autres secteurs d'activité, nous aider à bâtir le Québec dans l'intermédiaire. Bref, je pense que le mot-clé pour moi, c'est collaboration, communication pour être capable d'avoir un leadership fort ensemble et traverser ce moment-là d'incertitude. Bien, c'est un souhait qu'on partage. Exactement. Madame Murray, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Audrey. D'être venue discuter avec nous aujourd'hui. Et Félix, on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode. Certainement. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok, YouTube pour ne rien manquer de l'actualité en construction. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.